chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Chezeville à l'antenne, toujours ravi de vous retrouver chaque semaine pour notre émission Panorama Info. La musique que vous venez d'entendre brièvement, c'est de la musique classique khmer, musique de mariage, me dit-on, et j'ai tenu à illustrer notre émission d'aujourd'hui avec un peu de musique classique khmer, c'est-à-dire cambodgienne, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est à cause des événements de ces derniers jours. Il y a, je crois, 2 ou 3 semaines, dans une émission récente, j'annonçais, malheureusement, je le regrette beaucoup, j'annonçais ce qui s'est produit ces derniers jours, à savoir la prise de Kaboul par cette bande d'obscurantistes moyenâgeux sortis tout droit du Moyen-Âge qu'on appelle talibans. Et vous allez vous poser la question, quel rapport avec le Cambodge? Ben pour moi, le rapport il est évident, parce que les images que j'ai vues à la télévision ou dans la presse, cette image d'un hélicoptère volant au-dessus de l'ambassade des États-Unis à Kaboul, m'a fait immédiatement penser à ce que j'avais vu, j'avais 15 ans à l'époque, à la télévision, un hélicoptère qui emmenait l'ambassadeur des États-Unis à Phnom Penh au Cambodge. Je me rappelle toujours comme si c'était hier, je le vois en train de rouler le drapeau américain et de monter dans l'hélicoptère ou dans l'avion, je ne me souviens plus trop. Et c'était la fin de l'intervention, de la présence américaine au Cambodge, le 17 avril 1975. La prise de pouvoir, non pas par des obscurantistes islamistes, mais par des fanatiques idéologues communistes, les sinistres Khmer Rouges, dirigés par celui qu'on ne connaissait pas encore, mais qui allait devenir mondialement connu, Pol Pot. Et 13 jours plus tard, de nouveau, des images similaires, mais cette fois à Saigon, on voyait un hélicoptère américain, au-dessus de l'ambassade des États-Unis à Saigon, en train d'évacuer les derniers Américains, diplomates, mais aussi personnel vietnamien, je suppose, de l'ambassade pour les emmener vers l'aéroport ou vers les porte-avions américains qui naviguaient au large des côtes vietnamiennes. Cet événement, ces 2 événements du 17 avril 1975 à Phnom Penh et du 30 avril 1975 à Saigon marquait la fin de ce que l'on a appelé la guerre du Vietnam, marquait l'échec des États-Unis, la victoire des communistes, communistes ultra au Cambodge et communistes pro-soviétiques au Vietnam. Le Laos allait basculer à son tour quelques mois plus tard. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher, en voyant les images de Kaboul, de penser au Cambodge et au Vietnam. Et pour illustrer mon propos, j'ai un invité aujourd'hui que je souhaiterais vous présenter, qui s'appelle Mauve Man. Bonjour. Bonjour Hervé. Alors, c'est un invité que je connais bien, puisque je l'ai rencontré en 1982 dans un camp de réfugiés en Thaïlande, camp de réfugiés cambodgien. Cela fait donc combien? 82, presque 40 ans. C'était à l'époque un jeune garçon. C'est aujourd'hui un cinquantenaire. Je l'ai revu plusieurs fois depuis son arrivée en France en 1984, le 2 février, parce que tu es arrivé, tu es venu me chercher le 2e jour que j'étais arrivé en France. C'est-à-dire que, il me semble, c'est le 3 que tu es venu me chercher à Poissy. Là. Au centre de transit. Voilà, exactement. Et après, tu m'as emmené à Caen, chez toi là-bas. Voilà, donc il a une meilleure mémoire que moi. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en 96. Il faisait son service militaire dans la région parisienne. Et aujourd'hui, ces jours-ci, il m'a fait la surprise de venir en vacances en Corse avec sa famille. Je pense avoir suffisamment parlé. Je vais bientôt lui laisser la parole. Mais j'ai pensé qu'il était important qu'il vous donne son témoignage, chers auditeurs, parce que c'est un thème qui m'est cher, le thème de l'intégration réussie. Trop souvent, dans la rubrique faits divers,
nous parlons de faits divers tragiques causés par des personnes issues de l'immigration. Et il y a eu le phénomène du terrorisme islamiste ces dernières années, avec tous les drames de Toulouse au Bataclan, et j'en passe, et à Nice et autres. Donc cette immigration, malheureusement, on en parle beaucoup. Mais il est une immigration dont personne ne parle, c'est l'immigration fin des années 70, début des années 80, celle des réfugiés venus d'Asie du Sud-Est, Laos, Vietnam et Cambodge. Donc mon invité d'aujourd'hui en fait partie. C'est ce que j'appelle l'immigration réussie. Je demande à mes auditeurs de réfléchir. Ont-ils jamais entendu un fait divers tragique causé par un Cambodgien, par un Laotien ou par un Vietnamien? Ça a certainement dû se produire, mais c'est extrêmement rare. Ce sont des gens qui ont tout misé sur l'intégration, l'éducation, la réussite scolaire, la réussite universitaire, les diplômes et la carrière professionnelle et surtout l'intégration, tout en conservant naturellement ses valeurs, ses propres valeurs, en acquérant de nouvelles valeurs qui sont les valeurs qu'on appelle les valeurs de la République, enfin les traditions françaises et les valeurs de la République, mais aussi en conservant les valeurs traditionnelles. Parfois même, bien sûr, en ce qui concerne les bouddhistes, et mon invité est bouddhiste, les valeurs issues de la religion bouddhiste. Alors, Man, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui pour cette émission. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu. D'abord, je signale à nos auditeurs que tu es ce que j'appellerais un rescapé du régime de Pol Pot, du régime des Khmers rouges. Tu l'as vécu, tu étais tout petit. Peux-tu nous dire deux mots sur le 17 avril? Est-ce que tu te souviens du 17 avril 75? Oui, je me souviens très bien et merci à toi de m'avoir invité pour raconter mon histoire. Parce que mon histoire, souvent, je ne réponds, enfin, on va dire, je vais raconter seulement à ceux qui s'intéressent à mon histoire. C'est-à-dire que ce jour-là, il y a eu l'exode de la ville vers la campagne. C'est-à-dire qu'avec mes parents, on a pris nos affaires et puis on appelle ça chez nous la file indienne. Donc on suit la foule, en fait, c'est une file. Et on va vers la campagne. Et on ne savait pas trop où on allait, puisque tout simplement on suit les autres. Je rappelle que c'était un exode forcé. Ce sont les nouveaux maîtres, les Khmers rouges, qui avaient pris la ville le jour même, qui ont ordonné à la population d'évacuer la ville. Exactement. Donc après on s'est retrouvé vraiment au fond de la campagne, mais disons qu'on n'a pas de but précis parce qu'on s'est arrêté quand on nous demande de s'arrêter. Et on s'est installé sous les maisons des habitants des villages. Voilà. Et que je suis allé il y a 2 ans, en 2019, pour montrer à ma famille. Première fois que tu es La première fois, je retournais là-bas après 40 ans. Voilà. Donc j'ai montré à mes 2 filles et à ma femme l'endroit où j'ai grandi et j'ai vécu pendant tout le régime des Khmers rouges. Alors, quels sont les souvenirs les plus frappants de ce régime? Parle-nous un petit peu de... Alors, je vais utiliser un terme que je ne devrais pas, parce que c'était quelque chose qui n'existait pratiquement pas à l'époque, l'éducation. Pendant le régime, il n'y en a pas. On va dire qu'il y en a eu un laps de temps, c'est juste... je suis allé de temps en temps, mais ça n'a pas duré longtemps, c'est juste le début. Et c'était de l'embrigadement surtout, de l'endoctrinement. Alors ça, je ne me souviens pas de trop parce que l'école, c'était juste le début parce que c'était beaucoup plus, on va dire, le régime n'était pas encore assez dur au début. Donc on est allé peut-être les 6 premiers mois. Après, l'école était finie. Après, les enfants sont envoyés dans les champs pour travailler. Voilà. Ma belle-sœur était à l'époque maîtresse de l'école. Je suis allé 1 ou 2 fois. Mais le reste du temps, non. On doit aller travailler. Et c'était le travail collectif, je rappelle à nos auditeurs, hein, parce que le Cambodge était devenu une immense ferme collective, un immense chantier collectif.
travail forcé et collectif. Tout à fait. Parce qu'à cette période-là, mes parents, enfin, quelque part, on a eu de la chance parce que tout simplement, comme mes parents étaient agriculteurs dans leur passé, et on a travaillé pour comment dire, ANCAR. ANCAR, alors j'explique pour nos auditeurs, ANCAR, ça signifie organisation. Parce qu'à l'époque, le régime était anonyme. Les Cambodgiens ne connaissaient pas les dirigeants. Les Khmers rouges auxquels ils avaient affaire faisaient référence à l'ANCAR. Les haut-parleurs parlaient de l'ANCAR. En fait, c'était le parti communiste, mais qui n'osait pas porter son nom. Et même les dirigeants ne le savaient pas. Ce n'est que plus tard que Pol Pot est apparu. Et encore, Pol Pot, c'était un faux nom, puisque ce monsieur s'appelait Salotsar. Et lorsque je sais que son propre frère a découvert, c'était à la fin du régime Khmer Rouge, que le mystérieux Pol Pot, c'était son frère, il a été surpris parce qu'il ne s'est jamais douté que c'était son frère qui se cachait derrière le nom de Pol Pot et derrière le nom de ANCAR. Donc, pour revenir à ce travail pour mes parents, au fait, on fait l'élevage de volailles. Donc, mais tous les 3 jours, on doit ramasser les œufs et puis ramener au village. Parce qu'on était détachés des villageois. Justement parce qu'on a une maison, on va dire, pas à la campagne comme chez nous ici. C'est pas une maison, c'est pas une résidence secondaire. C'est qu'on est détaché parce qu'on a de l'eau, tout ça, pour l'élevage des canards. Donc on ramène les œufs tous les 3 jours, justement, pour le rendement et ramener ça avec mes parents. Parle-nous un peu de je vais parler d'éducation, la santé sous le régime Khmer Rouge. Oh bah, la santé, il n'y en a pas, on se débrouille comme on peut. C'est-à-dire que quand tu es malade, bah, au fait, il y a une espèce de pharmacie, mais c'est avec les herbes. C'est la médecine traditionnelle. Donc si tu as la fièvre, bon, tu dis comment on appelle ça chez nous en France, c'est le rebouteux. Oui, on va dire ça comme ça. Après, il va prendre toutes les racines et puis il nous donne et puis on se soigne. Le régime Khmer Rouge avait une haine pour les intellectuels parce qu'il considérait que les intellectuels étaient pollués par l'Occident, par les Américains, par les Français ou autres. Et donc, effectivement, il y avait beaucoup de médecins à Phnom Penh qui ont dû cacher leur identité afin de ne pas être tués, tout simplement. On raconte souvent l'anecdote que même les gens qui portaient des lunettes risquaient leur vie parce que porter des lunettes, c'était un symbole d'être intellectuel. Et donc, les hôpitaux n'existaient plus. Ce qu'on appelait hôpitaux sous le régime de Khmer Rouge, c'était des mouroirs tenus par de soi-disant infirmiers qui n'avaient pas la formation d'infirmiers, et il y avait un taux de mortalité effrayant. Ah bah disons que déjà, on meurt de faim déjà. Oui. Parce qu'au démarrage, en 75, le régime n'était pas très dur, mais plus on va vers 79, là, la famine gagne le terrain, on ne mange pas. C'est-à-dire que pour le nombre de personnes, moi personnellement, je vais souvent au village aller chercher la nourriture avec un gros faitout, mais sauf que pour 8 personnes, tu as l'eau à bord, mais tu as à peu près, allez, on va dire, même pas un verre, un demi-verre de riz, mélangé avec la chair de coco, c'est tout. En fait, on boit pour noyer la faim. Alors, les experts estiment que le régime des Khmer Rouges est responsable directement ou indirectement de la mort de 1 million ou 1,5 million de Cambodgiens. Il y a eu des massacres, bien sûr, des gens ont été sommairement exécutés, mais je dirais que la majorité de ces morts sont dues à ce dont tu viens de parler, à savoir la malnutrition et tous les problèmes de santé entraînés par la malnutrition. Il y avait une surmortalité au niveau des enfants en particulier. Et donc c'est ça qui amène, je rappelle qu'en 1975, il y avait à peu près 7 millions d'habitants, donc plus d'1 million de morts en l'espace de 3 ans et quelques, un peu moins de 4 ans. C'est 3 ans, 3 ans... 9 mois... Non, 3 mois et 28 jours, de mémoire. C'est de 17 avril 1975 à janvier
79. Je ne connais pas Je me souviens plus de la date date exacte parce que comme je ne savais pas du tout compter et on n'a pas de calendrier, donc on vit au jour le jour. Voilà. Parce que Alors ce régime aberrant, ce régime qu'un écrivain cambodgien a appelé le régime de l'utopie meurtrière, a donc duré relativement peu de temps, mais malgré tout, ces presque 4 ans ont dû sembler terriblement longs pour vous qui les avez vécus. Et il s'est écroulé tout seul parce que c'était un régime ultranationaliste qui a attisé la haine du Vietnam, l'ennemi héréditaire, le voisin, et le Vietnam a fini par réagir et a envahi le Cambodge et a occupé le Cambodge, a chassé les Khmers rouges. Alors là-bas, ils ont appelé ça une libération. Peut-on appeler une occupation une libération? C'était un mal pour un bien, je dirais, puisque cette invasion vietnamienne, communiste également, a mis fin au régime génocidaire. Mais malgré tout, s'en sont suivis 15 années, 15 années à peu près d'occupation vietnamienne. Bon, malgré tout, on peut dire que cette intervention vietnamienne a sauvé quand même beaucoup de vies, puisque à partir du moment où les Khmers rouges ont été chassés, la population a pu reprendre une vie un peu plus normale, a pu recommencer à cultiver, le commerce a été rétabli, la monnaie qui avait été abolie par les Khmers rouges, c'était un régime sans monnaie, hein, a circulé, donc petit à petit les Khmers ont repris un petit peu le dessus. Alors est-ce que tu as des souvenirs de cette arrivée des Vietnamiens? bien sûr, parce que l'endroit où on habitait, au fait, je voyais, c'est par le fleuve, les soldats vietnamiens remontaient le fleuve par le lac Tonle Sap. C'est des gros bateaux, parce qu'on les voyait, ça passait devant chez nous. Et nous, on n'a jamais vu ça pendant les 3 années. On voyait que les barques pour aller pêcher. Alors, quel a été le sentiment de ton père, de ta mère, quand ils ont vu les Vietnamiens arriver? Est-ce que c'était du soulagement, de la peur? Qu'est-ce que c'était? On va dire, en premier lieu, on est sauvés. Deuxièmement, c'est que pour avoir un avenir, mon père s'est dit, il ne faut pas qu'on reste, il faut qu'on quitte le pays. Donc c'est là qu'a commencé à mûrir le projet de fuite vers la Thaïlande. Bien sûr, parce que avant ça, j'ai mes 2 frères aînés qui sont allés à la frontière pour faire du commerce à la frontière thaï, parce qu'il y a un camp dans la forêt. Donc à partir de là, mon père a décidé que si on reste au pays, ça ne va pas nous donner plus d'avenir pour ses enfants, parce qu'on est quand même 7. Donc on a tout vendu. On a aussi de la famille qui s'attachait par rapport au peu de biens qu'ils avaient. Ils nous ont pas suivis. Pourtant, mon père les a forcés à le faire. Même on a un cousin, aujourd'hui, il regrette encore, alors que ça se fait en Amérique. Donc à partir de là, on a pris nos vélos, le minimum, et on a fait à peu près une centaine de kilomètres, on va dire, une centaine de kilomètres au Cambodge. En 79, il n'y a pas de voiture, c'est qu'en vélo. Et ce n'était pas sans danger, puisqu'il y avait naturellement des soldats vietnamiens, et il y avait aussi les restes de l'armée de Pol Pot qui infestaient cette zone frontalière avec la Thaïlande. Justement, tout à fait, parce que quand on est arrivé à la frontière, il devait être aux alentours de 23 heures. Et justement, les soldats vietnamiens nous a repérés. Et du coup, on s'est caché sous les maisons des gens à la frontière. Heureusement, on a notre cousin qui parle vietnamien. Il les a un peu calmés. Et puis, on est resté jusqu'à 4-5 heures du matin. Et après, on est reparti. Et vous avez traversé la frontière? On a traversé la frontière et on a croisé quand même un bataillon de soldats vietnamiens. On est obligé de encore cacher pour ne pas être repéré, parce que sinon on est refoulé à la frontière. Et entre-temps, on a perdu ma soeur et mon frère. Donc du coup, ma mère voulait retourner au pays parce qu'elle était paniquée. On les a retrouvés un peu plus loin et arrivés au camp à la frontière, et il faisait déjà nuit avec les bombardements qu'on voyait de loin. Il y avait des affrontements entre Khmers rouges et Vietnamiens.
Exactement, ouais, à la frontière. Alors, l'arrivée en Thaïlande n'a pas signifié la fin des souffrances, parce que moi, j'ai vécu cette période, je m'en souviens très bien. L'armée thaï, la police thaï n'était pas toujours très tendre non plus. Ah, c'est la répression voilà. À la frontière. Oui, parce qu'ils n'arrêtent pas de, on va dire, ce que j'ai vu de mes propres yeux, c'est violer les femmes. Voilà. J'en ai vu, j'ai vu de mes propres yeux. Et ensuite, donc, des années en camp de réfugiés. Au fait, on a fait à peu près 4-5 ans, on est resté à peu près 3 mois à la frontière dans la forêt. Après, il y a l'ONU qui est venu nous chercher. Au départ, on ne voulait pas trop, mais le fait qu'il y en a qui sont partis, le camp, c'est Kailin, il y en a qui sont revenus dans la nuit pour donner des nouvelles, vu que mes parents ont décidé de suivre. Alors, le temps est contre nous, je vais être obligé d'aller très vite, bien sûr. Vous avez enfin pu obtenir, je ne dirais pas un visa, mais enfin la possibilité de devenir réfugié en France, n'est-ce pas? Exactement. Et vous êtes arrivé, rappelle-nous la date. Le 2 février 1984. Donc tu étais encore d'âge scolaire, tu as pu être scolarisé à Laval, n'est-ce pas? À Laval, en Mayenne, qui est dans un petit village à Louverné. Voilà. Je suis rentré en CM1. Voilà. Tu n'avais plus l'âge tout à fait d'être au CM1, mais... Oui, on n'avait pas le choix parce que... Des années perdues sous les Khmers rouges. Voilà, je parlais très peu le français. Peu le français. Voilà. Donc ensuite, et c'est pour ça que je disais que le temps nous presse, parce que j'aimerais que tu nous dises quand même en quelques lignes, en quelques paroles, que tu nous fasses un résumé de ta vie depuis, parce que je parlais tout à l'heure d'immigration réussie, donc je voudrais que nos auditeurs comprennent pourquoi elle est réussie. Alors, à la suite d'être atterri en Mayenne, donc j'ai fait le primaire, le collège, le lycée, la fac. Je suis parti à l'armée pendant 12 mois et je suis retourné faire un BTS pendant 2 ans et après j'étais parti sur le marché du travail. Et tu as rencontré quelqu'un? J'ai rencontré ma femme qui est bretonne, voilà. Et on s'est installé dans le Morbihan depuis 20 ans et on a eu 2 filles. Et vous avez acheté une maison? On a acheté une maison. Vous ne vivez pas dans un quartier, dans une banlieue pourrie, dans un HLM, vous vivez dans une maison? On a vécu dans les petits studios, mais l'objectif est quand même un avenir, c'est-à-dire que d'avoir une maison, et puis avec les moyens qu'on avait. Aujourd'hui, on est dans une maison à la campagne. Près de Doré, Vannes, voilà, dans le Morbihan. Très bien. Alors, peux-tu nous parler de tes activités professionnelles quand même? Alors, tu n'es pas avocat, tu n'es pas médecin? Non, je ne suis pas avocat ni médecin, mais je suis cuisiniste dans un magasin que je ne dois pas citer mentionner pour la publicité, mais je suis cuisiniste depuis, on va dire, 12 ans. Alors je précise, pas cuisinier, mais cuisiniste. Cuisiniste. Je vends des cuisines. Voilà, il vend des cuisines. Et il peut concevoir des cuisines en fonction de vos besoins. Si dans votre vieille maison corse, si vous voulez avoir une nouvelle cuisine, eh bien il pourra vous proposer une cuisine sur mesure adaptée à votre vieille maison de village. Tout à fait, tout à fait. Alors, quelques exemples encore. Peux-tu nous parler des professions de tes frères et sœurs qui étaient avec toi pendant cette tragédie, cette épopée, cet exil, cet exode? Alors, j'ai mon aîné, quand il est arrivé en France en 85, et il a fait des stages dans les abattoirs en Bretagne, parce que c'est surtout de la viande. Donc, il a toujours travaillé là-dedans. Dans les abattoirs. Voilà. Et mon autre frère, il est venu... Plus jeune? Non. Qui est le deuxième. Plus vieux que toi ou... Voilà, plus vieux que moi. Dans le deuxième, il a fait quelques stages en Mayenne et après dans le département de l'Ain, le 01, la vallée plastique. Donc il a travaillé chez un grand industriel qui fabriquait des chaises. Et aujourd'hui, il a changé, il a acheté un PMU à Bellegarde. Dans l'Ain? Dans l'Ain aussi. Et j'ai ma sœur, la troisième, on va dire, on va numéroter, c'est beaucoup plus simple. Elle est couturière, elle est diplômée
des couturières, et pour les grandes marques hein, de luxe. Et après, ils se sont délocalisés en Chine. Donc maintenant, elle a arrêté. Elle travaille pour, comment dire, emballer les livres pour comment dire, un distributeur. Et après, c'est moi. Celui qui est après moi, il travaille dans un restaurant à Grasse. Et j'ai une sœur qui est comptable dans un centre hospitalier. Voilà. Alors parmi tous ces gens, il y en a combien qui sont allés en prison? Il y en a combien qui ont été arrêtés, placés en garde à vue? Aucun, jamais. Combien de terroristes? Non, jamais. Bon. Combien de trafiquants de drogue? Non. L'objectif de mes parents, c'est que ces enfants ont un bel avenir et que tout se passe bien. Voilà. Aujourd'hui, ils sont heureux de nous voir avec un travail, un toit et une famille. Voilà, chers auditeurs, vous avez tout compris. Cette émission, je tenais à la faire pour rendre hommage à cette immigration réussie, à ces dizaines de milliers de Laotiens, de Cambodgiens, de Vietnamiens qui sont arrivés à la fin des années 70 et dans les années 80 et qui depuis ne font pas parler d'eux, mais qui, pour la plupart, ont tous du travail, ont fait des études correctes et qui ont une vie décente dans ce pays de France et qui ont malgré tout conservé leur culture, puisque bon, par exemple, vous avez des activités culturelles de temps en temps avec les Cambodgiens, ça arrive, oui, bien pour sûr. le Nouvel An ou autre. Oui, pour le 12 avril, le Nouvel An cambodgien. Donc, voilà. Je fais des soirées parce que je suis musicien en même temps. Voilà, c'était un petit peu cette leçon que je voulais tirer de ce drame, le drame de Phnom Penh, 17 avril 1975, qui, hélas, est en train de se répéter en Afghanistan, où vous avez des Afghans désespérés qui s'accrochent à des avions pour fuir le pays. Et surtout des Afghanes, parce que je pense en particulier aux femmes. Et alors, c'est aussi un message pour tous ceux qui craignent l'immigration. Moi aussi, je la crains. Quand je vois certains quartiers des grandes villes de France, je crains cette immigration-là qui génère de la violence, qui génère des trafics. Mais il y a aussi une autre immigration dont on ne parle jamais. Donc je suis heureux qu'aujourd'hui, sur les ondes de notre radio, nous ayons parlé d'une immigration réussie. Merci à toi de m'avoir invité parce que tout simplement, quand je raconte mon passé, je suis un peu ému à chaque fois, mais merci de s'intéresser à mon histoire. Et merci d'être venu en Corse. J'espère que tu garderas un bon souvenir de ce premier séjour en Corse. Oh, ce ne sera pas le dernier, en tout cas. Très bien. Merci à tous nos auditeurs. Merci à Amon de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je lui souhaite une bonne fin de séjour en Corse. Et, chers amis auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine.